Les personnes qui m'accompagnent dans la création de Jalmal, qui sont pour la plupart non médecins, me disent mais ce qui est important, c'est de changer les attitudes et les mentalités, en milieu hospitalier et dans la société. Du coup, Jalmal devient un mouvement dans lequel on va surtout agir dans la société pour être au fond des ferments d'interpellation et de réflexion, et on va commencer à réfléchir à l'accompagnement bénévole. Nous avons mis 4 ans pour sortir nos premiers bénévoles et les mettre en fonction. Tout ça parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur le principe même du bénévolat. Qu'on voulait savoir ce que devaient être ces bénévoles. Je dirais tout sauf des activistes. Je pense qu'on a été extrêmement exigeants envers les tout premiers des bénévoles. On avait peur nous-mêmes comment dirais-je, de difficultés qu'ils pourraient rencontrer, alors qu'en fait, il faut simplement continuer à être dans la vie. L'avantage, c'est que nous avons évité tout ce qui pouvait être de l'ordre de la prise de possession du malade dans la relation d'accompagnement. On a formé plus ce que les Anglais appellent des conseillers que de véritables accompagnants bénévoles. J'ai commencé dans une unité de soins palliatifs à Versailles et les choses n'étaient pas faciles parce que les soignants étaient demandeurs d'avoir des bénévoles, mais à la fois ils n'avaient jamais travaillé avec des gens qui venaient de la société civile et quelque part je comprenais leur appréhension parce que c'est difficile de travailler sous le regard de quelqu'un qui n'est pas du sérail. Mais les choses se sont faites petit à petit. J'étais la seule bénévole au départ dans le service et je me souviens que je me suis dit que c'était un peu gagné le jour où le médecin-chef m'a dit finalement je me faisais tout un monde de travailler avec des bénévoles et les choses sont simples avec toi. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment de commencer à engager d'autres bénévoles et de monter une équipe structurée. Moi, j'ai commencé à être responsable d'une unité de soins palliatifs en 89, 90 à l'assistance publique. Moi-même, je n'avais pas travaillé avec des bénévoles sur le terrain à l'hôpital. Et j'ai dû aussi apprendre. Et c'était pas évident que chacun trouve sa place. C'est pas parce que c'est écrit et qu'il y en a qui le font que ça coule de source avec une équipe que vous connaissez pas bien. Vous débarquez, tout est nouveau. Et non seulement tout est nouveau, mais il faut en plus intégrer des bénévoles avec lesquels vous n'avez jamais travaillé dans un service hospitalier. Donc il y a vraiment toute une éducation des uns et des autres avec pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez porté de différent, ou vous n'allez pas être en concurrence avec nous. Je me rappelle très bien qu'au départ, les infirmières disaient « mais si on fait grève, alors c'est les bénévoles qui vont venir s'occuper des patients ». Et il y avait eu des discussions assez musclées, on va dire, sur la place du bénévole le jour où il y a la grève. Est-ce qu'ils viennent pas, est-ce qu'ils participent à la réunion de transmission, qu'est-ce qu'ils ont le droit est-ce qu'ils ont le droit de prendre la parole? Est-ce qu'ils écoutent, ils se taisent? Est-ce qu'ils écoutent, ils peuvent nous donner renseignements? Est-ce qu'ils l'inscrivent dans le cahier de transmission? Et la place du bénévole dans une unité de soins palliatifs, ça se construit. Et puis, c'était complètement nouveau. Donc, il y avait à faire vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'ils avaient peur du jugement de quelqu'un qui n'était pas de leur milieu. Quand j'ai dit, ben voilà, il faut des bénévoles, il y a eu un tollé dans l'hôpital. Donc on fait une charte, on bétonne l'affaire, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Enfin, les pauvres, ils osaient à peine rentrer, tellement ils avaient peur de déranger. Et puis l'année passe, et l'été arrive. Et donc à l'époque, j'avais 5 ou 6 bénévoles, j'avais pas beaucoup. Et au mois d'août, j'avais des réunions de cadres avec les 6 cadres, j'ai 6 services moi. Donc je dis aux 6 cadres, bon écoutez, alors pour le mois d'août, il n'y a pas de bénévoles, hein, comme c'est le mois d'août. Mais comment? Il n'y a pas de bénévoles, mais c'est quoi cette histoire? Ils ne peuvent pas s'arranger comme nous. Je dis, ça vous dérange les bénévoles? Parce que j'ai compris que vous les tolérer. Ah mais non, mais c'est qu'on ne peut pas fonctionner sans. Je dis, écoutez, je vais leur dire, hein, ils vont être contents de savoir que vous êtes tristes qu'ils ne soient pas là au mois d'août, parce que pendant toute l'année, ils ont l'impression qu'ils dérangent, donc ils arrivent juste comme ça. Ça a été une grande révolution que des bénévoles puissent intervenir dans le milieu hospitalier, et ça, c'est en partie grâce aux soins palliatifs. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'assistance publique, ce sont des bénévoles qui ont dénoncé de la maltraitance chez des personnes âgées. C'est à partir de là commence à arriver la démocratie dans l'hôpital, c'est-à-dire la place des usagers et des bénévoles.
Donc on voit quand même qu'il y a une évolution qui se fait dans le bon sens, c'est-à-dire que le primum, ce n'est pas le médecin, hein, l'hôpital, c'est une communauté avec des soignants, avec des usagers qui sont malades, qui viennent se faire soigner, et des bénévoles. Il a fallu trouver notre propre style de bénévole, parce qu'au Canada, les bénévoles participent aux soins. En France, ne participent pas aux soins. En Angleterre également, selon les lieux. Donc en France, on s'est dit, bénévole, c'est vraiment un accompagnement du patient, et là, il y a une grande guerre. Les soignants pensaient qu'eux, ils étaient juste bons à faire les traitements, les soins, etc. Et que tout ce qui était de l'ordre de la relation qu'ils voulaient tellement faire, mais dont ils n'avaient déjà pas beaucoup le temps, leur était ôté. Donc il a fallu vraiment comment dire ça, et faire évoluer l'idée du bénévolat, qui ne soit pas un faire pour l'autre, mais c'est un être à côté d'eux, un accompagner l'autre. Et en accompagnant, parfois ça consiste à aller chercher une fleur, ça consiste à lire un journal, ça consiste à rester silencieux, ça consiste à taper la carte, ça consiste à réaliser des projets, mais avec une formation d'écoute. Le premier mot qu'il fallait dire aux bénévoles, c'est écouter. Vous ne vous lancez pas dans l'action, mais écoutez. Dans cette dynamique du développement des soins palliatifs, je reviens sur cette idée absolument fondamentale qu'ont eue tous les pionniers qui se sont battus pour que les soins palliatifs se mettent en place et qui nous ont dit d'emblée, soins palliatifs et accompagnement sont indissociables. Indissociables. Et indissociables, c'est pour moi, pour que ce soit indissociable, il ne faut pas en faire d'un côté de la médecine et de l'autre côté les bénévoles. Pour moi, c'est vraiment indissociable dans le fait que chaque personne qui est concernée par la prise en charge ou l'accompagnement de la personne va participer à sa prise en charge et à son accompagnement. C'est-à-dire que dans une discussion d'équipe autour de savoir ce qui est raisonnable et pas raisonnable, le bénévole peut avoir son mot à dire parce qu'il a entendu la personne dire « mais je n'en peux plus ». Et donc, il va nous aider dans le choix. Parce que peut-être qu'à nous, la personne n'a pas osé nous dire qu'elle n'en pouvait plus. Donc, ce côté ensemble me paraît vraiment fondamental. Il faut savoir que dans une équipe pluridisciplinaire, on s'accompagne les uns les autres. Lorsqu'un bénévole s'est trouvé un certain temps à côté d'un patient qui est parti, c'est difficile pour lui et donc il est accompagné par l'équipe qui est là. Et vice-versa, s'il y a eu une prise en charge difficile et très lourde pour les équipes soignantes, les bénévoles sont là aussi pour les accompagner, en tout cas pour les écouter. Le rôle du bénévole, il est aussi d'être au service de tous ceux qui sont là. Cette complémentarité, elle est essentielle, parce qu'on ne prend pas le travail ni aux uns ni aux autres. Et elle est dans cette interdisciplinarité où chacun a sa facette du diamant. Les bénévoles ont quelque chose à nous dire. Et en plus de ça, cette convention qui a été demandée dès 1999 dans la loi, les bénévoles sont en association et font convention avec l'hôpital pour que si l'hôpital ne remplit pas son rôle de soins et de soulagement du patient, les bénévoles puissent dire « nous, on n'accompagne pas des gens qui hurlent de souffrance, bye bye, on reviendra la prochaine fois ». Et ça, on l'a vu plus d'une fois. Hein. Ou alors, au contraire, c'est important qu'un directeur puisse dire à une association « écoutez, là, vous en avez un ou deux, et nous, ça est arrivé hein, ». Qui sont en train de faire du prosélytisme psychologique, socio, spirituel, philosophico, politico et économique. Et on ne veut plus travailler comme ça. Bon. Et ça, c'est un garant finalement. Les bénévoles ont un œil sur l'hôpital a un œil, enfin les soignants ont un œil sur les bénévoles. C'est important qu'on se laisse à chacun la place d'être là, au chevet de la personne, chacun avec ses compétences, ses connaissances et autres. Et à certains moments, peut-être il y a besoin d'accompagnement et que l'accompagnement, il peut être médical, il peut être soignant, il peut être infirmier, il peut être soignante, il peut être la personne qui assure le ménage. Et puis peut-être à d'autres moments, c'est le bénévole. Mais ce n'est pas contradictoire. On va chacun avoir une facette de la personne.
Mais moi, ça ne me gêne pas que cette personne se confie davantage à un bénévole à certains moments. J'espère que ça ne gêne pas le bénévole que cette personne se confie davantage à moi à certains autres moments. On accompagne les patients, mais on accompagne leur famille, puisqu'ils ont une histoire et qu'on ne peut pas les séparer de leur histoire, donc de leur famille et de leurs proches. Alors, pour les familles, on est souvent un personnage neutre dans le service. Ils comprennent très vite qu'on est quelqu'un qui va accueillir ce qu'ils ont à dire, sans jugement, sans projet, sans pouvoir. Donc, ça les rassure beaucoup. On a parlé soins palliatifs et accompagnement. Et ça a entraîné, il y a eu une séparation. Donc les bénévoles de leur côté ont développé leurs propres compétences dans le champ de qu'est-ce qu'un bénévole, qu'est-ce que l'accompagnement, etc. Et les soins palliatifs se sont surtout médicalisés autour de pratiques de soins, quoi. La séparation est préjudiciable, à mon avis, à ce que c'était à l'origine. Ceux qui ont été à l'origine de la SFAP ont eu cette intelligence d'associer cette dynamique des soins et de l'accompagnement. Et la société française s'appelle bien Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et ça me paraît important. Ça a été quelque chose de très porteur. Et à mon avis, c'est quelque chose qui peut continuer à nous porter. Il a été décidé dans de nombreuses équipes que nous ne participerions plus au staff d'équipe. Et donc ça nous a éloignés quelque part, ce qui me semble très dommageable pour l'esprit des soins palliatifs. L'originalité de ce mouvement, de cette spécificité médicale du début, elle a tendance un peu à se perdre au niveau de l'éthique et de la philosophie. Je dirais que ce qui était une grande originalité, aujourd'hui on revient plus dans de la technique. Qu'il y ait des tensions de temps en temps, moi ça me paraît normal et c'est important. Tout ce qui est en tension, en général, ça permet d'avancer et de bouger. Donc vivons les tensions le mieux possible, mais que ces tensions n'entraînent pas de rupture. On a vraiment un souci par contre de génération, c'est qu'on n'arrive plus à recruter de bénévoles. Mon groupe de bénévoles commence à vieillir avec moi et on n'arrive pas à recruter de nouveaux bénévoles. Et là aussi, on voit très bien que le service ne peut plus fonctionner sans bénévoles. Ils ont pris l'habitude d'avoir des bénévoles. Nous n'avons pas su étendre la solidarité que représente le bénévolat d'accompagnement aux quartiers des grandes villes et à l'accompagnement à domicile. Il y a des sociétés comme la société des petits frères des pauvres, par exemple, qui font de l'accompagnement à domicile, mais ça reste très très marginal. Et aujourd'hui, où beaucoup d'entre nos concitoyens aimeraient qu'en fin de vie, on puisse être chez soi, on s'aperçoit que c'est l'exception. Il faut aussi trouver une autre forme de bénévolat qui soit dans une action, dans un jeu, dans un rendre service, aller chercher les enfants à l'école, ou un partenariat de certaines associations vraiment qui veulent rester à l'écoute, un vrai partenariat avec d'autres associations qui pourraient être complémentaires. Mais c'est aux bénévoles à nous aider, nous, et à nous faire des offres, en tout cas nous soignants sur le terrain, nous avons besoin de toute forme de bénévolat afin que ça réponde aux besoins des personnes, que ce soit en institution ou à domicile.